Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. Le terme Family Office n'est pas protégé légalement. Il est parfois utilisé par des gestionnaires d'actifs, des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi par des banques privées. Que signifie vraiment être un Family Office indépendant ? Découvrons-le avec nos deux invités dans ce deuxième épisode. Bonjour Gabriele. Bonjour Elsa. Bonjour François. Bonjour Elsa. Bonjour à tous les deux, bienvenue. François Mola du Jourdain. Après un début de carrière en Afrique, il est de retour à Paris où il contribue au développement de la gestion privée internationale au sein de plusieurs banques. Président et fondateur de MJ & Company. Ce multifamily office, créé en 2001 à Paris et installé à Genève depuis 2015, accompagne avec ses 11 collaborateurs moins de 20 familles. Gabriele Galotti est le fondateur de Novum Capital Partners. Après 15 ans chez JP Morgan à Genève, où il était Managing Director, il gérait un portefeuille de 4 milliards de dollars pour environ 30 familles. Novum Capital Partners, créé à Genève en 2018, est un multi-family office qui supervise actuellement 2,1 milliards de francs pour 17 familles. Il figure parmi le top 50 des asset managers indépendants en Suisse, selon Citywire. Gabriele, première question pour vous. Quelle est votre définition du Family Office ? Merci Elsa pour la question. Ma définition de multifamily office revient à la définition de single family office. Le single family office, pour la famille qui le détient, est un centre de coût. Donc, un multifamily office ne peut pas dévier absolument de la définition de single family office. Le multifamily office doit être un ensemble de single family office, i.e. un ensemble de centres de coûts de différentes familles. Pourquoi je dis ça ? C'est important que le family office soit basé, un single family office soit basé sur un critère de totale transparence. Si je suis une famille et j'ai mon single family office, la famille prétend que les personnes employées dans le single family office travaillent que pour moi, le fondateur du single family office. Le même concept doit forcément s'appliquer au multifamily office. Donc c'est un critère fondamental pour que le multifamily office respecte son mandat, qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt au sein du multifamily office. Ce que ça veut dire, le conflit d'intérêt, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais le critère principal, c'est que la seule source of revenues, la seule personne qui paye et qui rémunère le multifamily office doit être le client. Il y a vraiment quelque chose de très important sur ce qui est lié au concept du conflit d'intérêt. Parce qu'on discutait avant avec François, comme quoi dans le domaine du multifamily office, il y a forcément, et je ne sais pas si je vais déjà trop loin, un abus de la définition du multifamily office. Le concept de multifamily office aujourd'hui est très à la mode. Et si vous voulez, les familles, ce qu'on définit en anglais les ultra high net worth family, sont de plus en plus à la recherche de multifamily office et ils regardent ailleurs que vers les banques. Et donc, les sociétés de gestion ont compris qu'il y a un intérêt et qu'on devient captive. Si on associe un autre nom de société de gestion, on met le mot multifamily office. Mais le multifamily office, c'est un métier complètement différent. François, vous êtes basé à Paris et à Genève. Qu'observez-vous sur les différences de modèles de family office entre ces deux pays et quelles sont les raisons de votre installation en Suisse ? Vaste question. Il y a effectivement de grandes différences entre les deux juridictions. Le premier constat, et déjà pour répondre en complément à ce que vient de dire Gabriel et répondre à votre question première, quelle est la définition du family office, j'aurais envie de répondre un petit peu par l'absurde en disant voilà ce que nous ne sommes pas.
Nous ne sommes pas un GFI, nous ne sommes pas un banquier privé, nous ne sommes pas un fiduciaire, nous ne sommes pas un trustee. Nous sommes des family officers. Et c'est un métier à part entière. Et on n'est pas à moitié quelque chose et family officer. On est family officer ou on ne l'est pas. Ça, c'est déjà la première chose que je tiens à mettre au clair parfaitement. Je crois que je vous l'avais dit, Elsa, je suis un peu intégriste du sujet. Je milite depuis 20 ans sur ce sujet et j'ai tâché de m'impliquer énormément dans la construction de ce métier et des bonnes pratiques. Les différences qu'il y a, je pense déjà, c'est que la Suisse me semble avoir pris du retard à aujourd'hui dans l'émergence du secteur du family office. D'une part, peut-être parce qu'elle a été extrêmement occupée par des révolutions réglementaires, la fin du secret bancaire, l'intégration des réglementations européennes qui inévitablement ont un impact extrêmement important sur le marché suisse, etc., etc., etc. Et donc, à ce jour, il y a eu relativement peu de travail fait pour identifier et permettre de voir émerger le family office. En France, c'est un travail que nous avons fait depuis une vingtaine d'années. L'Association française du Family Office, dans laquelle je suis assez impliqué historiquement, a travaillé ces 15 dernières années à la définition et du métier et des bonnes pratiques. Donc nous avons aujourd'hui une définition du métier, nous avons une définition des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, elles reviennent, Gabriele a eu les deux mots importants, alignement d'intérêts et transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'on est dans un marché encore très immature, où il y a un amalgame énorme en Suisse. Et bien souvent, quelqu'un qui est un GFI, qui va faire de la gestion financière pour le compte d'un client, mais qui offre quelques petits services administratifs à côté, va dire « je fais du family office ». Family office, c'est pas simplement payer les factures, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré que cela. Et le modèle choisi par MJ & Company a-t-il des limites ? Oui, parce que j'ai décidé qu'il en aurait. Parce que je souhaite que MJ & Company demeure une boutique. Je souhaite que nous demeurions une boutique très impliquée, très engagée aux côtés de nos clients sur le long terme. Et c'est ça la limite, c'est qu'on ne peut pas industrialiser un process d'engagement. En tout cas, je ne le souhaite pas. Et donc, nous continuons à avoir une croissance, mais je veux que ce soit une croissance totalement raisonnée et totalement contrôlée pour que nous restions fidèles à cet ADN qui est d'accompagner des individus ou des groupes familiaux sur le long terme, sur un ensemble de sujets, puisque pour moi, le family office n'est pas un métier de financier. Gabriele, vous avez lancé votre multi-family office il y a 3 ans avec 3 familles, totalisant 380 millions de francs. Correct. 3 ans après, Novum accompagne avec ses 21 collaborateurs 17 familles qui cumulent 2,1 milliards de francs. Oui. Quelle est la stratégie de croissance de Novum et quel modèle de développement vous allez poursuivre ? Est-ce que vous instaurez des limites, comme nous l'expliquait à l'instant François ? C'est très joli la question et ça revient, en fait, je voulais reprendre un petit peu ce que disait François. C'est que lui, ce qu'il appelle des limites à la croissance, moi j'appelle notre croissance doit être sustainable. C'est un terme très à la mode aujourd'hui. Et alors, quand on est un entrepreneur, tout d'un coup, on réalise qu'est-ce que ça veut dire. On réalise nous-mêmes qu'est-ce que ça veut dire, sustainable. Le multifamily office, pour revenir aussi à la définition de multifamily office, je suis convaincu, et je serais surpris de connaître que ce n'est pas le cas, je suis convaincu que ce n'est pas un scalable business. Scalable business, c'est de la gestion, c'est de l'asset management, c'est un modèle de banquier. Donc, quand on voit dans l'industrie des multifamily office qui ont atteint certains niveaux, mais ce n'est pas tellement les masses en gestion que compte, mais c'est le numéro de famille. Et je regarde François parce qu'on en a parlé avant. C'est le numéro de famille. Au-delà d'un certain numéro de famille, la croissance va à détriment de la qualité du service qu'on va fournir à notre famille. Donc, pour revenir à ta question, Elsa, c'est oui, certainement, on a des limites. On a des limites qui seront déterminées par la qualité qu'on sera capable de donner à notre famille. Est-ce que ça veut dire, parce que de l'autre côté aussi, je reviens sur un sujet très important, c'est que
Le multifamily office doit aussi être capable, contrairement à un single family office qui a plus de la peine, d'attraire des talents de l'industrie pour pouvoir servir au mieux les familles. Et attraire des talents, ça veut dire que tu es aussi dans une société qui a des perspectives. Surtout les jeunes d'aujourd'hui veulent des perspectives de croissance. Donc, comment on met ensemble les deux? Comment on peut faire si que les talents viennent vers un multifamily office si on dit qu'il n'y a pas de croissance illimitée? Je pense que et c'est ce que j'ai vécu pendant mes 14 ans, 14 ans, pas 15 ans, comme tu as dit avant, chez JP Morgan, c'est que les familles ultra high net worth sur lesquelles un multifamily office doit se focaliser, parce que c'est que pour les ultra high net worth families, c'est des familles qui sont capables, au fur et à mesure des années, de générer des liquidity events. Donc, c'est eux-mêmes qui peuvent soutenir la croissance du multifamily office. Et bien évidemment aussi, si on fait un bon travail, la performance des masses sous gestion. Vous avez insisté sur le fait que les seules sources de revenus proviennent des clients. Oui. Comment vous construisez votre modèle de facturation et sur quelle base et quel niveau de profitabilité pour Novum? Alors, ça c'est une question très intéressante. On a choisi un modèle forcément très transparent, mais aussi très égalitaire, dans le sens que toutes nos familles payent la même tarif. Toutes nos familles payent le même tarif et toutes nos familles sont au courant de quel tarif ils payent et ils se connaissent un l'autre. Donc, il n'y a pas d'arbitrage possible qui peut être fait par une famille ou par l'autre. Ce qui nous amène aussi à être assez dur quand une nouvelle famille arrive chez Novum et veut devenir client de Novum, parce qu'on n'accepte pas de négociation. On dit toutes les familles qui sont là, qui nous soutiennent d'ailleurs, on est un jeune family office, on n'a que 3 ans, et il y a des familles qui sont avec nous depuis le début. Et donc, ça serait vraiment désagréable d'offrir des discounts à de nouvelles familles qui vont joindre le multifamily office. Mais le modèle, c'est un modèle très simple. On prend la totalité des assets qu'on supervise et on applique une flat fee à cette masse. Ce qui fait que la famille, c'est exactement le coût du family office comme elle saurait le coût de son single family office si c'était le cas d'un single family office. Donc, et les familles savent très bien qu'avec cette proposition de fees, le family office regarde de la même direction que la famille même. Et c'est ça qu'une famille veut de son multifamily office, qu'elle peut compter sur des personnes qui regardent dans la même direction, i.e. vers les banques, vers les sociétés de gestion, vers les asset managers, vers les hedge funds, vers les private equity, et ils les aident à faire de la sélection. C'est ce que vous exprimiez avec la juxtaposition de plusieurs single family office. Exactement. Néanmoins, peut-être la taille de chacun des patrimoines, de chacune de ces familles, diffère. En moyenne, c'est entre 120 150 millions. Est-ce que ça fonctionne par palier quand même, ce flat fees? Oui, bien évidemment, il y a des paliers qu'on définit entre 50 et 200 millions, c'est le premier palier, et le deuxième palier, c'est entre 200 et 400 millions, et après, il y a un troisième palier au-delà de 400 millions. D'accord. Il n'y a aucune négociation possible chez... Aucune négociation possible. Et François, vous, après 20 ans d'existence, quelle est l'évolution et quelle est peut-être la structure de rémunération? Est-ce que vous êtes sur le même modèle que Novum? Non. J'ai tenté le modèle, au début, j'ai tenté le modèle de Gabriele. Et en fait, j'en suis revenu, mais peut-être parce que je n'avais pas trouvé, en tout cas, la bonne formule ou le bon niveau de rémunération. Et du coup, nous sommes partis, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous appliquons une rémunération qui est en partie proportionnelle au patrimoine et en partie flat fee, en fait. Et je distingue généralement le patrimoine, ce que j'appelle le patrimoine actif, qui est le patrimoine investissable sur lequel il y a une matière à travailler très, très, très activement, et où là, le client qui a 50 millions paye moins que celui qui a 150. Et
nous ajoutons à cela, puisque j'y reviendrai dans un instant, les autres prestations qui sont plus des soft services, comme le support administratif, le secrétariat privé, l'accompagnement familial. Et sur ces prestations-là, nous facturons un retainer. Donc un flat fee en complément. Donc en fait, c'est la juxtaposition de ces deux modes de rémunération qui composent la facturation globale du client, en toute transparence bien évidemment. Et je rajouterais qu'il peut arriver dans certains cas qu'une décision d'investissement soit prise d'aller investir dans un fonds d'investissement A, B ou C. Si ce fonds d'investissement n'a pas des clean shares ou n'a pas des parts institutionnelles, c'est-à-dire des parts vraiment où les fees de gestion dans le fonds sont au minimum. À ce moment-là, ces fonds-là sont, dans certains cas, en mesure de nous reverser une partie de ces commissions de gestion que nous restituons intégralement et immédiatement à nos clients. Voilà. Donc, notre rémunération, elle reste extrêmement transparente. Elle est totalement transparente. Le client sait au centime près. Et comme le disait Gabriele, c'est absolument primordial que le client sache combien il paye et à combien lui revient le family office. Mais encore une fois, les modèles peuvent différer. Et je vois, quand je vois ce qui a émergé ces derniers temps en France, où l'écosystème des family office est très dynamique, il y a des business models assez variés, y compris en termes de revenus, de mode de revenus. Donc, il y en a qui sont plus indexés sur du deal making, où personnellement j'ai un peu de réserve peut-être, et je ne veux pas porter de jugement sur les acteurs en tant que tels, mais sur le modèle en tant que tel, où je pense qu'on commence à biaiser peut-être légèrement l'intervention si on commence à être plus deal-making compensated que juste straight compensated. Voilà, donc Mais enfin, nous, aujourd'hui, ça fait 15 ans, on est très au clair et ça fonctionne bien. On est assez droit dans nos bottes pour quasiment, je dis, ne plus avoir à négocier. On a des tarifs, des barèmes dégressifs. Hein. En fait, c'est dégressif à partir de 100 millions. Donc, puisque les entrées chez nous de patrimoine sont de quelques dizaines, donc on va dire 30-40 millions pour rentrer chez MJ et compagnie. Voilà, donc il y a beaucoup de modèles qui émergent en ce moment, et je pense qu'il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la pérennité du modèle. On est là pour accompagner des clients et des familles sur le très long terme. Donc, pour les accompagner sur le très long terme, il est absolument essentiel que le modèle économique soit pérenne, et accessoirement, la pérennité du modèle économique passe aussi par la pérennité humaine, c'est-à-dire savoir attirer les talents et savoir conserver ces talents. Donc ça va, et comme les family office sont par définition tous des boutiques aujourd'hui, je ne connais pas, sauf des gens qui gèrent 10 milliards et qui ont 5000 clients, mais pour moi ça n'est pas du family office, c'est de l'asset management, c'est tout, et c'est un très beau métier, ça n'est pas un jugement de valeur. C'est un métier différent. Voilà. Quelle est la relation de MJ & Company et des nouvelles générations de clients ? Écoutez, c'est amusant parce que les derniers clients qui sont arrivés chez MJ appartiennent à ces nouvelles générations de la technologie ou du private equity, etc. Donc, on voit émerger, et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu également une sollicitation d'un jeune entrepreneur qui vient de vendre sa société. Donc, on voit très clairement émerger des demandes, et cette population qui est d'abord très active, en très forte croissance, donc des jeunes entrepreneurs qui s'enrichissent, a réellement besoin et a cette conscience d'avoir besoin d'autre chose que simplement le service bancaire et la prestation traditionnelle d'accompagnement. Et donc, on voit des family office émerger qui, eux, se spécialisent stricto sensu sur cette typologie de population et vont quasiment stricto sensu aller leur proposer des solutions d'investissement sous format club deal, c'est parce qu'on a le sentiment que... Voilà. Mais certains vont chercher des prestations un peu plus larges, comme ce que nous pouvons offrir chez MJ et compagnie, parce que je n'ai pas encore décrit ça, mais c'est vrai que nous intervenons au travers de 4 pôles. Nous avons un pôle de conseil en investissement, où nous organisons et supervisons toute la fonction investissement dans le non-coté, dans l'immobilier, mais nous ne gérons pas d'argent. Tous ces investissements sont délégués à des professionnels qui seront sélectionnés ou qui peuvent être les professionnels des clients. Nous avons un deuxième pôle qui s'articule autour de l'organisation juridique et fiscale du patrimoine, où nous allons travailler
avec les professionnels experts de nos clients ou d'autres que nous irons chercher, avocats, notaires, fiduciaires, etc. Un troisième pôle qui est le pôle support administratif et secrétariat privé. Monsieur client, nous allons nous occuper de l'ensemble de la gestion administrative de votre patrimoine. Et le quatrième pôle qui est le pôle ciment, si je puis dire, le pôle transversal, c'est la famille, éducation et formation des jeunes générations, médiation, gouvernance et philanthropie, qui est également absolument essentiel. Et je la mets dans cette case-là parce que c'est souvent un outil puissant de cohésion familiale. N'oublions pas que le rôle du Family Office, c'est d'assurer la pérennité d'un patrimoine, la valorisation, mais aussi et surtout la pérennité d'un patrimoine à travers les générations. Et quand je parle de patrimoine, je ne parle pas d'argent. Je parle d'un patrimoine. Et un patrimoine, ça peut être des valeurs familiales. Un patrimoine, ça peut être une maison de famille. Un patrimoine, ça peut être une entreprise. Un patrimoine, donc c'est beaucoup de choses. On est sur le long terme. Observez-vous, parmi votre clientèle, des familles qui souhaitent investir dans les crypto-assets, par exemple? Quelle est la position, quelle est la philosophie, presque, de Novum en la matière? Merci pour la très belle question. La réponse est oui. Pas tous. Des 17 familles, je dirais qu'aujourd'hui, on est quasiment à la moitié des familles qui ont déjà investi dans le crypto. Il reste encore un pourcentage de familles assez sceptiques, qui n'osent pas encore, mais il y a déjà des familles qui ont une présence assez importante dans le crypto, où le pourcentage de crypto, pas les cryptos soi-même, soi-disant le focus c'est surtout sur l'infrastructure de la blockchain. Novum, quelle est la position de Novum? Ça a été une learning curve aussi pour nous, comme pour tout le monde. La première fois qu'on a abordé le sujet, c'était il y a 2 ans, et c'était une matière assez inconnue. Et on s'est approché à cette matière d'une façon très graduelle. Aujourd'hui, Novum est très près d'un asset management qui est focalisé dans le blockchain et le crypto suisse, basé en Suisse alémanique. C'est une société qui s'appelle L1D. Je suis le chairman de l'advisory board. À travers eux, on a exposé notre famille de plus en plus au monde de la blockchain. La tendance, elle est forte. On voit, si j'ose trouver une caractéristique qui définit la différence entre les familles qui aujourd'hui sont investies dans les cryptos, les familles qui ne le sont pas encore, les familles qui sont dans les cryptos, c'est les familles qui ont involved déjà la next generation dans la gestion du patrimoine. Donc le fils ramène l'idée sur la table, il y a une discussion au début, il y a beaucoup de... Donc il commence avec un petit jeton, on y commence et au fur et à mesure, je vois que vraiment ça devient aujourd'hui une asset class que au minimum on a 2-3% dans les portefeuilles, dans le patrimoine, qui peut arriver jusqu'à plus de 10%. Pour la moitié des familles à peu près, dont le patrimoine est supervisé par Novum. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge, mais il y a comme une influence de la next gen au sein de la famille. Exactement, c'est vraiment une influence de la next gen. Donc ça a à voir avec l'âge un petit peu quand même. Ça a à voir avec l'âge, mais après, c'est intéressant parce que ça devient aussi un sujet familial et où le patriarche, on l'appelle, devient des fois encore plus motivé parce qu'il commence à regarder. Ah oui, et il a confiance parce que ça vient de ses propres héritiers, en fait. Et bien évidemment, c'est quelque chose de très intéressant pour revenir au sujet de pourquoi les multifamily office, parce qu'aujourd'hui, le sujet des cryptos, de la blockchain, de l'infrastructure blockchain, c'est un sujet qu'on ne trouve pas dans les banques. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est que le family office est agnostique. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller partout, d'aller regarder tout, pour autant que ça corresponde à un besoin identifié ou un souhait identifié du client et que ce soit pertinent.
Les grands établissements ou les gérants de fortune sont, eux, enfermés. Encore une fois, ça n'est pas une critique, mais ils sont forcément enfermés dans un cadre plus contraint qui ne leur donne pas cette liberté d'aller... C'est cette flexibilité voilà. que vous avez. Gabriele, comment arbitrez-vous la gestion entre les sophistications des familles internationales versus la clientèle onshore? Alors, ça c'est une très belle question et je suis sûr aussi que François pourra... je ne connais pas trop la clientèle onshore française, mais je connais assez bien la clientèle onshore italienne. La clientèle onshore italienne, c'est une clientèle, by definition, très peu sophistiquée, que ce n'est pas du tout une définition négative. C'est simplement, l'Italie a été un pays où les familles se sont dédiées âme et corps à leur entreprise. Ils ont vraiment eu très peu d'intérêt pour les marchés financiers. Et tout l'argent de la famille était dans leur entreprise. Il y a eu un grand changement récemment, qui a un changement de trend qui a commencé, je pense, avec la vente de la part de la famille bulgare et de la famille Loro-Piana à des grands groupes français, où cette tendance a été suivie aussi par plusieurs small mid-cap italiennes. Donc tout d'un coup, ces familles qui n'avaient rien eu à faire avec les marchés financiers se retrouvent, ça c'est la plus belle définition que j'ai entendue une fois par un entrepreneur qui a vendu sa société. Il m'a dit, j'avais ma société, je n'avais pas €1 à la banque et je me sentais riche. Aujourd'hui, je n'ai plus ma société, j'ai plein de millions à la banque et je me sens pauvre. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce patrimoine. Donc la sophistication, certainement, ça vient avec une exposition à des familles plutôt internationales. J'identifie les familles internationales, les familles qui ont vécu à Londres, à New York, en Asie, où, bien évidemment, il y a moins d'entrepreneuriat et il y a plus de finances. Donc, executive director des grandes banques, hedge fund manager, private equity manager. C'est ce qui explique la sophistication, en fait. Bien sûr. C'est ça. Gabriele, vous avez déclaré viser, en tout cas, peut-être un patrimoine supervisé, peut-être de 10 milliards d'ici à l'horizon 2030. Ouais. Comment vous voyez vraiment cette expansion de Novum dans ces prochaines années, dans cette prochaine décennie? Très clair et net, dans le sens que l'idée, et on a discuté encore la semaine passée notre business plan avec notre shareholders, parce que comme tu as dit au début, on a 3 familles qui font partie de shareholder base de Novum. Et l'idée, c'est de passer de 17 familles aujourd'hui à 2025 à 34-35 familles. Et après, fermer les portes. Dire, OK, là on a créé un club exclusif avec 2 relationship managers, Gabriele et Sébastien, 17 familles chaque, c'est déjà beaucoup, soutenu par un team assez large. L'idée, c'est de grandir de 21 au moins à 35% d'effectifs. Et après, comment on arrive de 2025 au 2030 à la croissance? On a poussé un petit peu plus loin l'objectif. Ça sera qu'une croissance organique, comme je disais avant, liquidity event. Les familles, souvent, vont vendre un liquid asset, leur société, une participation, un objet immobilier, de l'art. Et après, les marchés financiers. Et après aussi, François avant a mentionné le fait qu'il y a de plus en plus la recherche de direct deal. Donc là, vraiment, il y a de la possibilité de faire de la croissance organique à travers ces forces sans aller compromettre la qualité du service qu'on donnera à notre 34-35 familles. Et vous, François, quelle est votre vision d'avenir du métier de Family Office? Forcément très positive. C'est un métier plein d'avenir, c'est un métier en émergence, c'est un métier qui est indispensable et c'est un métier à part entière. Et je pense que la Suisse a réellement un rôle à jouer dans l'émergence et le renforcement de ce métier. Il faut simplement qu'il y ait une réelle identification de ce métier en tant que tel et qu'on ne fasse plus un amalgame du family office avec les autres métiers de la gestion de fortune. Mais c'est donc
une autoroute qu'il y a face à ce métier. Il faut simplement que les bonnes pratiques et les grands principes soient plus clairement définis, ce qui permettra d'identifier clairement les acteurs du métier. Et la Suisse a une vraie place à prendre sur ce créneau-là. Merci François. Merci Elsa. Merci Gabriele. Merci Elsa. Merci à tous les deux pour ce partage sur les family office, modèle qui retiendra notre attention durant les années à venir. Retrouvons-nous très bientôt pour notre prochain rendez-vous dans Capsule. Rencontre qui abordera la thématique de la finance centralisée versus décentralisée. Sur Sphère TV. Restez connectés.